Ah bordel, tu les vois? Deux gus à droite, derrière le talus. Oh, y'a un mec qui sort à côté de la palette. Ouais, vas-y, je le prends! Aïe putain, out! Ça pique cette merde, je saigne en plus là, oh! Mec, elle tape pas un peu fort ta réplique là? Non, mais c'est une chochotte ce mec, elle tape à 1 joule 5 à la 0,2. Mais tu joues à la 02? Bah non, je joue à la 0,40, pourquoi? Ah! Pas dans les couilles! Ah! Arbitre! Arbitre! Chrony sur le mec en noir! Freeze! Freeze! On freeze le jeu! Hop hop hop! Contrôle chronie là! Aïe! Oh! T'as été bercé trop près du mur toi ou quoi? T'as quel grammage toi? Bah je sais pas, je suis à 1 joule 5 à la 0,20. M'en fous ça, tu joues à quel grammage? Bah 0,40. Allez, comme tu veux! Oh pétard, 6 joules! Allez toi, tu plies tes affaires, je veux plus te voir sur ce terrain! Mais je savais pas qu'elle était à 6 joules, moi! Ah bah je te l'avais dit hein. Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur cette chaîne et vous m'envoyez désolé. Avant d'attaquer la vidéo, j'aimerais remercier Artemis, Gaunt, Kurma et Redot du podcast, ainsi qu'Elbridos d'avoir prêté leur voix pour le sketch d'intro. Mais puisqu'on est là, on va parler d'énergie, et on va pas le faire tout seul puisqu'aujourd'hui, on accueille Elbridos. Eh ben merci Quantum, très content d'être là pour cette vidéo, on l'attendait, on va pas se mentir, quand tu parlais d'être plus régulier sur les vidéos, on n'avait pas compris que ça allait vouloir dire une vidéo tous les 6 mois. Donc je suis content qu'on soit là. Et surtout que c'est pas dommage parce que c'est pour parler d'énergie. L'énergie en airsoft c'est un peu le bordel, on le sait, il y a plein de faits un petit peu où on se retrouve avec des débats, le joule creep, les FPS, les joules, les CMI, les passages à la 0,20 et tout, alors que il faut parler d'énergie. Et en fait c'est un peu le bordel et c'est des débats d'opinion, alors qu'en fait on parle de faits qui sont totalement scientifiques. C'est des choses qui sont palpables, mesurables, et en fait il n'y a pas plusieurs versions du truc, il n'y a pas plusieurs réponses, en fait c'est aussi simple que ça. Donc du coup, Quantum, c'est quoi l'énergie ? Très bonne question. On parle souvent d'énergie, mais un peu à tort et à travers. Demandez à quelqu'un sa définition de l'énergie et vous avez de très bonnes chances pour que la personne se mette à bégayer. Alors il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est très loin d'être intuitif. Il y a plusieurs définitions rigoureuses, mais elles ont le défaut d'être très indigestes. Je peux vous proposer quelque chose d'un peu moins rigoureux, mais un petit peu plus simplifié. L'énergie, c'est la capacité d'un objet à modifier l'état d'un autre objet. On va regarder deux objets A et B. A possède de l'énergie et veut la transférer à B. Quand elle le fait, elle va modifier l'état de B et aussi modifier le sien. Mais en plus de la quantité transférée, il y a autre chose d'important à regarder. C'est la vitesse à laquelle on transfère l'énergie. Si un objet transfère son énergie très rapidement à un autre, c'est généralement un phénomène physique assez violent. Cette vitesse de transfert, ce débit d'énergie, on appelle ça la puissance. Voilà pourquoi il est important de ne pas confondre puissance et énergie. Les deux sont liés, mais sont des grandeurs physiques différentes. Ok, bon là c'est un peu abstrait comme ça, dans le cas d'une bille d'airsoft précisément, ça donne quoi ? Ok, désolé d'avance pour ceux qui sont allergiques, mais on va parler un peu de maths. Promis, j'ai essayé d'en mettre le moins possible dans la vidéo. D'abord, on a l'énergie cinétique que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous ne devez retenir qu'un seul truc de cette vidéo, retenez cette formule. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. En gros, plus c'est lourd et plus ça va vite, plus il y a d'énergie. La formule est simple, et l'énergie, ça se mesure assez facilement sur le bord d'un terrain d'airsoft avec un chronie. Par contre, on a oublié de vous dire un truc, c'est qu'une énergie cinétique, il y en a une deuxième. Dans la vidéo sur le hop-up, on a vu que la bille tournait vite, et même très très vite. Cette rotation, elle donne une autre forme d'énergie cinétique, donc une énergie cinétique de rotation. Là encore, plus la bille est lourde et plus elle tourne vite, plus elle a d'énergie cinétique. Ne retenez pas la formule, elle ne vous servira à rien. Par contre, retenez vraiment qu'on a une deuxième forme d'énergie cinétique parce qu'on va en reparler dans quasiment toute la vidéo. Ouais, c'est pas faux, mais du coup, on jette nos chronies? Y a que moi qui ai réinvité là ? Oui, c'est pas faux.
Alors là, tu vois, moi, j'ai tout compris. Parce que, pour comprendre les choses, petite astuce, pour comprendre les choses, dans la vie, il suffit de suivre. Bah moi non plus, j'ai rien compris. Putain, ça fait un sacré morceau quand même, hein. Je pense que t'as oublié qu'on n'était pas tous ingénieurs. Moi, perso, j'ai rien compris. Du coup, tu peux nous refaire l'explication avec les mains pour qu'on suive? En fait, c'est très simple. Lorsque vous allez tirer une bille d'airsoft, elle va accumuler de l'énergie cinétique. De l'énergie cinétique de rotation, parce qu'elle tourne à cause de votre hop-up. Et de l'énergie cinétique de translation, parce qu'elle part dans une direction. Alors j'avoue, je posais plutôt la question à Quantum, et il vient vraiment de faire ça avec des saucisses, lui, là? Déjà, on va rassurer ceux qui veulent additionner les deux énergies et devoir baisser la vitesse de sortie pour rester dans les clous. Restez calme. L'énergie cinétique de translation, c'est celle que le chrony mesure. C'est aussi celle qui définit les bobos à l'impact. C'est sur celle-ci, et uniquement celle-ci, que se base la législation. Et ça n'a aucune raison de changer, parce que l'énergie de rotation ne définit pas les dégâts à l'impact. Quand la bille vole dans l'air, elle va rencontrer constamment des molécules d'air sur son passage. Ces molécules, elle doit les pousser pour passer. Et à chaque fois qu'elle doit les pousser, en fait, elle va modifier leur état. Et on a vu que quand tu modifies l'état d'un objet, bah, tu es obligé de lui donner de l'énergie. Donc à chaque molécule, elle va perdre un peu d'énergie. À chaque fois qu'une molécule lui vole son énergie, bah, la vitesse de la bille, elle diminue un petit peu, jusqu'à ce que la bille ralentisse complètement. Ok, donc en gros, l'énergie, c'est le carburant pour la bille, et la réplique, c'est la pompe à essence, quoi. C'est un petit peu l'idée. En fait, une réplique, c'est un convertisseur d'énergie. Le convertisseur le plus connu, c'est le moteur thermique. Il fait rentrer de l'énergie thermique avec la combustion du carburant, et il en sort une énergie mécanique, sous forme d'une vitesse de rotation et d'un couple. Une partie de cette énergie d'entrée, elle est perdue en frottement et en chaleur. On ne peut pas avoir plus d'énergie en sortie qu'on en a mis en entrée. La réplique d'airsoft, c'est un peu pareil. On fait rentrer une source d'énergie, de l'électricité pour l'AEG par exemple, et il va en sortir de l'énergie mécanique, qui est transmise à la bille sous forme d'une énergie cinétique de translation et de rotation, comme on vient de le voir. Une partie de cette énergie est perdue pendant la transformation, principalement en frottement et en fuite d'air. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'une réplique a un budget d'énergie limité. Sur toute l'énergie qui rentre, une partie est transmise sous forme de vitesse à la bille, une autre sous forme de rotation, et le reste est perdu. Une augmentation d'une des trois sorties d'énergie s'accompagne forcément d'une diminution des deux autres. Ok, je vois le truc. Et du coup, la bille, une fois qu'elle sort du canon, elle fait quoi? Elle accélère, elle ralentit? En sortie de canon, la bille va être soumise à plusieurs forces. Mais avant ça, je vais vous parler d'accélération. Pour beaucoup, l'accélération, c'est quand la vitesse augmente. Plus rigoureusement, l'accélération, c'est la variation de la vitesse. En gros, comment va varier la vitesse et dans quelle direction elle va évoluer. On va prendre une bille qui vient juste de sortir du canon. On symbolise la vitesse avec la flèche verte et l'accélération avec la flèche orange. Si l'accélération est du côté de l'avant de la bille, c'est que la vitesse est en train d'augmenter. Au contraire, si l'accélération est dirigée vers l'arrière de la bille, à l'opposé de la vitesse, c'est que la bille est en train de ralentir. Et quand l'accélération n'est pas alignée avec la vitesse, c'est que la bille est en train de prendre un virage. Donc dans le cas qu'on voit à l'écran, la bille est en train de ralentir et de changer de direction dans le sens de la flèche orange. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler de force. La première force, c'est le poids. Celui-là c'est simple, il est toujours dirigé vers le bas. On le calcule avec la masse de la bille fois la gravité. Ensuite, il y a la portance. Elle dépend de la surface de la bille, de la vitesse au carré, des propriétés de l'air, et comme on l'a vu dans la vidéo sur le hop-up, de la vitesse de rotation. Et elle est toujours perpendiculaire à la vitesse. Pour finir, on a la traînée. Celle-là, c'est la jumelle maléfique de la portance. Elle est toujours à l'opposé de la vitesse, donc elle est toujours là pour nous ralentir. Comme la portance, elle dépend de la surface de la bille, de la vitesse au carré, de l'air autour de la bille, et un petit peu de la vitesse de rotation, mais pas totalement. C'est-à-dire que, contrairement à la portance, si la bille ne tourne pas, il y a toujours de la traînée. Quand on additionne toutes les forces sur la bille, on obtient quelque chose d'intéressant. La flèche orange que vous voyez, c'est la force globale qui s'applique sur la bille, et on appelle ça la résultante des forces. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on peut remercier Newton d'avoir inventé un truc qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, qui, pour faire simple, dit que la masse fois l'accélération de l'objet est égale à la résultante des forces qui s'appliquent sur cet objet. C'est super intéressant parce que ça nous dit que la trajectoire de la bille est modifiée dans la direction où la force globale pousse la bille. L'autre truc intéressant, c'est qu'on peut évaluer l'accélération liée à chaque force. Par exemple, on sait que le poids s'écrit comme la masse fois l'accélération. Donc sur Terre, l'accélération qui est liée au poids, elle est toujours égale à la gravité, et ceci peu importe la masse de l'objet.
Par contre, pour des forces indépendantes de la masse comme la portance ou la traînée, là, ça change. Quand on exprime leur accélération, on se retrouve avec un rapport entre la force et la masse. Donc plus la masse est élevée, plus l'accélération est petite. En clair, plus une bille est lourde, moins elle est sensible à la traînée et à la portance. Cette tendance à conserver sa vitesse, malgré des forces qui essayent de la modifier, ça s'appelle l'inertie. On va reprendre notre bille une dernière fois. On affiche à l'écran la somme des accélérations. Alors attention, cette fois les flèches sont des accélérations et pas des forces. On voit en orange l'accélération globale. C'est elle qui impose comment la bille va modifier sa vitesse et sa trajectoire. Admettons qu'on double la masse de la bille et qu'elle passe de 0,20 g à 0,40 g. On l'a vu, l'accélération liée au poids ne va pas changer. Par contre, les accélérations liées à la traînée et à la portance sont divisées par 2. On a donc une bille qui ralentit moins à cause des frottements, mais qui retombe plus rapidement. Mais si on augmente la vitesse de rotation, on va augmenter à nouveau l'effet hop-up. L'accélération liée à la portance va donc augmenter et va à nouveau équilibrer la gravité. En augmentant le grammage et en augmentant l'effet hop-up, on a donc une bille qui va plus loin. De la même façon, les frottements de l'air font ralentir progressivement la rotation de la bille. Plus la bille est lourde, moins elle ralentit rapidement et plus longtemps elle conserve son effet hop-up. Ok, donc on est d'accord qu'il y a vraiment un intérêt à jouer avec de la bille plus lourde, quoi. Voilà, ça c'est au moins on est clair, on est d'accord là-dessus. Dis-moi, j'ai déjà entendu parler que l'HPA ça avait plus de portée parce que la bille elle continuerait d'accélérer une fois qu'elle est sortie du canon. T'en penses quoi, toi? No, God! No, God, please, no! No! Alors, on va faire simple, c'est faux. C'est archi faux. C'est pas mon opinion, c'est la physique qui le dit. Une fois que l'air a arrêté de pousser la bille dans le canon, les seules forces qui s'appliquent sur la bille sont là pour la faire ralentir. Elle ne peut pas accélérer, sauf si elle va vers le bas avec le poids. La trajectoire d'une bille, c'est entièrement déterminé par la valeur et la direction de la vitesse initiale, la vitesse de rotation et sa masse. Si votre AEG arrive à appliquer ces valeurs à la bille, ça ira exactement au même endroit qu'un HPA. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est plus facile d'obtenir des bonnes performances avec un HPA, tandis qu'un AEG peut théoriquement arriver au même résultat, mais demandera plus de travail. En particulier, il est plus facile de tirer parti de son hop-up avec un HPA, et on va voir pourquoi. La vitesse de rotation de la bille, elle est fixée par la friction sur le hop-up. Une fois que la bille a quitté le joint, elle continue d'accélérer dans le canon, mais la vitesse de rotation n'augmente plus. Quand la bille frotte contre le hop-up, c'est comme une roue qui dévale une pente. Plus la roue va vite, plus elle tourne vite. La bille sur le hop-up, c'est pareil. On cherche à ce qu'elle aille le plus vite possible, tant qu'elle est au contact avec le joint, pour tourner le plus vite possible. Donc si on veut le plus possible de hop-up, la première solution, c'est d'appliquer beaucoup de hop-up en écrasant la bille avec le joint. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie à cause de ça. L'autre solution, c'est que la bille aille le plus vite possible au contact du joint. Il faut donc la pousser le plus fort possible dès le début. Donc, il faut la pression d'air la plus élevée possible en début de propulsion. Quand un AEG tire, le piston est progressivement accéléré par le ressort qui se détend. Durant cette phase d'accélération, la pression monte progressivement et met du temps à s'instaurer, et la bille met aussi du temps à accélérer. La vitesse au contact du joint n'est donc pas forcément la plus rapide. Au contraire, l'HPA, pour résumer simplement, c'est un robinet de pression. Dès qu'on ouvre, la pression au contact de la bille monte quasi instantanément à sa valeur maximale. Donc on pousse la bille fortement dès le début, ce qui permet d'appliquer plus facilement du hop-up. Ok, bon, et du coup, tant qu'on est dans les idées reçues et les trucs à la con, moi je veux bien qu'on parle du Joule Creep. Parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté, moi, en faisant des tests, et que je me suis retrouvé confronté plusieurs fois à des mecs qui n'arrivent pas à le comprendre. C'est pour ça qu'il y a autant de passages de billes à la 0,20 encore, et autant de mythes sur le HPA, etc. Et du coup, j'aimerais bien qu'on ait l'explication scientifique. Tu nous fais un petit topo de comment ça se passe ? Alors ça, c'est un très bon sujet. On va reprendre le schéma sur la réplique et la conversion d'énergie. En fait, tout est une histoire de rendement. Ce rendement, il dépend des paramètres en jeu. Une partie de ces paramètres dépendent de la réplique, et les autres dépendent des conditions du tir, dont les caractéristiques de la bille. Ce que je vous dis, Chef Pampan l'a déjà dit, c'est de la physique pure et dure. Si vous changez la masse de la bille, vous changez les paramètres de l'expérience. Donc de facto, vous en changez le résultat. Le rendement peut être alors meilleur comme moins bon, et la réplique transmet plus efficacement ou moins efficacement de l'énergie à la bille. Maintenant qu'on a vu ça, on va expliquer pourquoi c'est important de jeter aux oubliettes le passage Crony à la 0,20 g.
On va prendre deux répliques. La première, jouée en 0,36 g, mieux optimisée pour les grammages lourds. La deuxième, jouée en 0,25 et qui sort plus d'énergie sur les grammages légers. Si on passe au chrony les deux répliques à la 0,20 g, la réplique plus performante sur les grammages légers va ressortir au-dessus. Par contre, une fois en jeu, non seulement la réplique en 0,36 tapera plus fort que la réplique en 0,25, mais aussi beaucoup plus fort que lorsqu'elle est passée elle-même au chrony. Voilà pourquoi un passage chrony se fait à la bille de jeu systématiquement. Même si c'est plus compliqué, que ça demande de faire confiance aux joueurs ou de contrôler de manière plus poussée le grammage, un passage à la 0,20 donnera généralement une mesure erronée par rapport à la situation en jeu. Et c'est pareil pour le réglage du hop-up. On a vu que l'énergie, c'est une répartition entre les pertes, l'énergie pour la vitesse et l'énergie pour la rotation. Si vous faites varier le hop-up, vous faites varier cet équilibre. La plupart du temps, l'énergie mesurée sera plus basse avec un réglage de jeu, mais peut parfois augmenter légèrement dû à certains phénomènes aérodynamiques qui réduisent la traînée lorsque la bille est en rotation. Donc on passe au chrony au réglage de jeu et on refait un passage chrony si on touche à son hop-up. Bon, et pour ceux qui ont toujours les doutes, de toute façon, tu prends un snipe avec un bon volume d'air ou une réplique HPA, tu mets de la 0,20 puis de la 0,40 et tu auras vite compris l'histoire de toute façon. Bon, vu que t'arrêtes pas de nous parler de chrony, tu peux nous expliquer comment ça marche un chrony? À l'intérieur d'un chrony, c'est deux faisceaux lumineux avec des récepteurs de l'autre côté. Lorsque la bille coupe le premier faisceau, ça déclenche un chronomètre. Le chrono est arrêté lorsque la bille passe le deuxième faisceau. En connaissant le temps mis et la distance entre les deux faisceaux, le chrony calcule la vitesse de la bille. Je précise un petit truc, il est important de tenir son chrony droit. Si on tire dans le chrony en biais, la distance effective parcourue entre les deux faisceaux est plus longue que la distance enregistrée dans le chrony. La bille va donc mettre plus de temps à atteindre le deuxième rayon. La vitesse mesurée sera donc inférieure à la vitesse réelle. Bon, ok, l'énergie, on commence à être pas trop mal. Ce qui nous intéresse en Airsoft, c'est au-delà de quand la bille sort, en fait, c'est surtout la trajectoire de la bille et où elle va aller. Comment il y a un moyen de calculer ça? Eh bien ça tombe bien, parce que j'ai travaillé avec Kip sur un simulateur de trajectoire. Je vous conseille d'aller sur son site, c'est un énorme banger pour se rendre compte des trajectoires et des portées réellement atteignables en Airsoft. Vous pouvez y régler tout, de l'énergie au hop-up, en passant par le grammage. Le lien du site est bien évidemment dans la description. De mon côté, j'ai travaillé sur le modèle physique. Je tiens à remercier Makila qui a publié des valeurs de coefficient aérodynamique spécifiques à l'Airsoft. Comme ces valeurs m'ont bien aidé pour la réalisation du prototype physique, je mets le lien vers son site en description de la vidéo. Mais une fois qu'on a de quoi simuler une trajectoire, comment savoir quelle est la meilleure trajectoire? Bah oui, parce qu'une réplique qui tire à la 0,40 à 2 joules, mais sans un bon réglage hop-up, ça va pas aller loin. Pour ça, j'ai relié le modèle physique à un optimiseur. En jouant sur le hop-up et l'angle initial, mais en fixant l'énergie et le grammage, l'optimiseur va chercher la meilleure trajectoire possible. Cet optimiseur, on lui donne des contraintes. Pour éviter de se retrouver avec une trajectoire en tir d'artillerie à 30 degrés vers le haut, on lui donne des critères pour décider de si une trajectoire est acceptable ou non. Tout d'abord, on ne retient que les trajectoires qui ne dépassent pas 60 cm au-dessus de la ligne de tir. Ensuite, on arrête une trajectoire lorsqu'elle passe 40 cm en dessous de cette ligne de tir. Et aussi lorsque la bille passe en dessous d'une énergie de 0,05 joules. En effet, en dessous de cette énergie, la plupart du temps, la bille ne sera ni sentie ni entendue par le joueur visé. Enfin, on autorise l'algorithme à faire varier l'angle initial entre moins 0,5 degrés et 0,5 degrés. On laisse l'optimiseur faire varier cet angle et la vitesse de rotation, donc le hop-up. Par contre, l'énergie cinétique et la masse sont bien figées. Et après avoir fait tourner l'algorithme pour chaque masse et énergie, Ok, donc t'es en train de me dire qu'on peut pas dépasser les 100 mètres avec un P90 DMR. Ok. Et du coup, c'est quoi le max qu'on peut atteindre? alors déjà, ces courbes, c'est sous réserve que votre réplique est capable de transmettre une énergie et un effet hop-up suffisant. Ça sert à rien de mettre de la 0,40 dans le premier GBB venu. Ensuite, c'est pas à prendre au mètre près, c'est un ordre de grandeur de ce qui peut être atteint en Airsoft, mais ça nous donne déjà un bon aperçu de quoi sont capables nos répliques. Pour ce qui est du maximum atteignable, on peut, avec quelques astuces, améliorer un peu notre portée. Par exemple, si vous avez regardé les vidéos de Chef Pampan, vous savez qu'en tirant avec un angle légèrement vers le bas et avec un hop-up un peu plus fort, on peut aller chercher un petit peu plus de portée. On va refaire une optimisation pour tester ça. On va remettre les mêmes contraintes à l'optimiseur, mais cette fois on va lui demander d'aller chercher dans les angles négatifs. Et là, effectivement, on voit que ça améliore notre portée de quelques mètres.
Ok, donc plus l'énergie est élevée, plus il faut augmenter son grammage. Jusque-là, on est relativement d'accord. Et ça se resserre un peu, dès qu'on est en dessous d'un joule, effectivement, les taux se resserrent un petit peu. Mais est-ce que ça, au-delà de ça, au-delà de la portée, est-ce que ça a d'autres intérêts de jouer avec de la bille lourde? Des avantages, il y en a plusieurs. On l'a vu, une bille lourde perd moins vite sa vitesse de rotation et conserve mieux son effet hop-up. Ensuite, on sait qu'une bille lourde va moins vite en sortie de canon qu'une bille plus légère, même si elles ont la même énergie. Par contre, comme la bille lourde perd moins vite son énergie, elle se retrouve à aller plus vite que la bille légère après quelques mètres. Un autre avantage, c'est que les billes lourdes sont moins sensibles aux perturbations et aux obstacles. Elles ont généralement plus de chances de passer au travers d'un buisson ou d'un feuillage. Et puisqu'on parle de perturbations, on peut aussi parler du vent. Sur ce graphe, on peut voir la déviation pour un léger vent de travers, comme on en voit régulièrement sur une journée d'airsoft. Il n'y a pas photo, un grammage plus lourd va dévier beaucoup moins. Pour finir, on va parler d'un avantage qui est un peu à cheval entre le grammage et la qualité de la bille. Pour réduire la masse des billes légères, les fabricants injectent de l'air dans le matériau des billes. Sur des billes d'excellente qualité, les bulles sont minuscules et vont être réparties de manière uniforme. Le problème, c'est que c'est pas le cas de la plupart des fabricants. Si on regarde une bille de faible grammage à l'intérieur, on va voir tout plein de petites cavités. Le problème, c'est que si ces petites bulles sont regroupées d'un côté, ça va décaler le centre de masse de la bille. Le centre de masse, c'est le point autour duquel un objet a naturellement tendance à tourner. Donc là, vous le voyez venir, ça va devenir très freestyle au niveau de l'effet hop-up. Avec un grammage plus lourd, on a donc moins de chances d'avoir ce genre de problème de bulles. Pour conclure un peu tout ça, mettre un grammage adapté et une bille de qualité, c'est un des trucs les plus importants si on veut de la perf derrière. Mettre de la 0.25 pas cher dans un DMR HPA, c'est comme mettre des roues de Twingo sur une Formule 1, c'est vraiment gâcher du potentiel. Bon, je vais pas te mentir, j'en tombe pas à la renverse. Moi, ça fait un moment que je joue déjà avec des billes lourdes, que j'ai constaté par moi-même qu'en fait c'était plus intéressant à plein de niveaux. Donc du coup, je suis tout à fait d'accord avec tout. Moi, un truc que j'entends souvent, c'est les billes lourdes, ça fait plus mal. Voilà, et j'aimerais bien avoir une explication sur ça. En fait, il y a deux éléments de réponse à cette question. Le premier, on en a déjà parlé, c'est que plus la bille est lourde, moins elle perd son énergie. Donc si on regarde le graphe de l'énergie en fonction de la distance, et qu'on place le joueur qui reçoit la bille à, disons, 20 mètres, on voit que la 0.46 va le toucher avec un peu plus de 2 fois l'énergie d'une bille de 0.20. D'où le fait qu'une bille plus lourde pique un peu plus. Ensuite, on entend souvent la question de « et pour des billes qui ont la même énergie quand elles tapent, est-ce que c'est la plus lourde qui fait mal ?» Alors déjà, ça arrivera quasiment jamais. Dès qu'on sort du canon, la différence d'énergie se creuse très rapidement entre une bille lourde et une bille légère. Mais pour répondre vraiment à la question, on a vu que pour une même énergie, un transfert d'énergie pouvait avoir une puissance différente. Et c'est là qu'on va ressentir l'impact différemment. J'ai essayé de faire un petit modèle numérique très simplifié d'un impact sur la peau, mais sans résultat très satisfaisant. La peau, c'est un milieu assez compliqué à simuler, et il faut des logiciels que j'ai pas sous la main. Par contre, si on veut quelque chose de complémentaire pour comparer des chocs de même énergie, on peut regarder la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est égal à la masse fois la vitesse. On va prendre deux billes, avec une qui est 2 fois plus lourde que l'autre. Pour une même énergie, la quantité de mouvement de la bille la plus lourde est 41% plus élevée. Alors, ça veut pas dire que ça va faire 41% plus mal, mais on va sentir la bille plus lourde un peu plus fort. Après, faut pas déconner non plus, ça reste très raisonnable pour les grammages utilisés en France. Mais pour vraiment évaluer la différence de, entre guillemets, douleur, plus intéressant ce serait de regarder le comportement de la peau lors de l'impact de la bille avec des grammages différents. Pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser un logiciel capable de simuler des chocs sur des matériaux. Le deuxième, plus expérimental, serait d'utiliser une caméra slow motion et un morceau de gel balistique. En visionnant l'impact au ralenti, on peut évaluer la profondeur d'enfoncement dans la peau, la déformation entraînée, et la décélération maximum qui nous donne la force de l'impact. Bon, c'est bien toute cette théorie, c'est cool. Honnêtement, ça donne quand même carrément envie de faire des tests parce que moi j'aime bien le papier, je trouve que c'est intéressant d'avoir une base de savoir sur quoi on part et ce qu'on a envie de tester. Mais je trouve que c'est vachement bien de le mettre en application parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est pour aller ramener nos répliques le dimanche sur le terrain. Donc du coup, ça serait vraiment bien de pouvoir tester un petit peu tout ça. Je trouve qu'on a fait le tour du sujet, c'est vachement cool, merci beaucoup. C'est plus clair en tout cas, il y a peut-être des choses, on n'a peut-être pas tout dit, mais en tout cas, je pense que ça donne dans l'application pour l'airsoft, je trouve que quand même ça nous donne une super base. Comme je disais, ça donne envie de jouer tout ça, on va pas se mentir. Nous on a la chance dans le Toulousain d'avoir le CART, le collectif Airsoft Région Toulousaine, dont j'ai déjà parlé, dont on fait partie avec Quantum, et donc du coup c'est très très bien
pour recentrer les parties et tout. Cette initiative est super et vraiment, je souhaite à toutes les régions d'avoir quelque chose d'aussi bien que ça. Et pour tout ce qui est upgrade, etc., on n'hésite pas, toujours le Discord 595 qu'on gère avec Quantum. Vous êtes toujours les bienvenus, ça mettra en application de qu'est-ce qu'on va mettre dans la réplique pour pouvoir les tirer ces billes lourdes. Merci beaucoup Quantum, franchement c'était top, très content d'avoir participé à ça. Ça donne vraiment des gros éclaircissements sur des sujets en fait qui sont un petit peu relous et comme on le dit en fait où on mélange des opinions et des faits et au moins là ça nous donne une base scientifique et totalement incontestable. Merci beaucoup pour ça, à bisous. Merci à toi Bridos, et merci à tous les intervenants qui ont bien voulu donner de leur temps pour cette vidéo. Comme mot de la fin, je voudrais insister sur quelque chose. Je suis loin d'avoir la science infuse et d'être incontestable. Cependant, ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'ai pu voir pendant mes études, et ça reste quand même une base assez solide. Je suis ouvert à toute discussion constructive dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.